Allez, cette question à présent, quelle réponse, quelle riposte mondiale pour enrayer l'impact du coronavirus? On en parle avec Jean-Marc Victory. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Éditorialiste aux Échos, on a le président Macron qui a appelé hier à une action urgente au niveau européen pour coordonner donc les mesures sanitaires, les mesures économiques. Cette réponse donc pour lutter, pour enrayer donc l'impact que le coronavirus a sur l'activité. Cette coordination mondiale, elle est également demandée par le FMI, ça c'était encore une fois hier. Il y a cette idée, encore une fois, aujourd'hui on sait qu'il va y avoir une visioconférence, c'est ça, entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Cette action, encore une fois, mondiale, coordonnée, c'est le seul moyen, encore une fois, d'éviter à la fois la crise sanitaire, la crise économique, la crise financière, parce que tout ça est imbriqué maintenant. Ah oui, alors c'est complètement imbriqué. Et puis le point de départ, c'est même la crise sanitaire. La crise sanitaire, qu'est-ce que c'est? C'est un virus. Et le problème, ça vient du fait que le virus circule, qu'il franchit des frontières, qu'il touche des régions du monde les unes après les autres. Il a commencé par la Chine, ensuite on a bien vu la Corée, le Japon, maintenant l'Europe, et puis la question de savoir ce qui va se passer aux États-Unis. Et donc pour traiter une crise sanitaire, il ne suffit pas que chacun agisse dans son pays. Or, l'organisation sanitaire est une organisation qui est extrêmement nationale, même si on a créé l'Organisation mondiale de la santé à partir d'un comité d'hygiène de la Société des Nations qui avait été créé après l'épidémie de la grippe espagnole. Ça vous rappelle rien? L'épidémie de la grippe espagnole, c'est la grande épidémie la plus importante du XXe siècle. Suite à cette épidémie, qu'est-ce qu'on fait? On décide de créer un organisme de coordination en matière de santé qui s'appelle aujourd'hui l'Organisation mondiale de la santé. Donc on voit bien que c'est absolument central. Ceci dit, si vous regardez l'Organisation mondiale de la santé, ces dernières années, on s'en moquait, on l'a considéré comme un organisme secondaire. D'ailleurs, on n'a ni un Américain ni un Européen à sa tête, ce qui est un signe qu'on ne le porte pas en haute considération politique. Enfin, c'était vraiment considéré comme un organisme secondaire, vieillot, qui ne servait plus à grand-chose. Or, on voit bien avec cette crise médicale que la coordination est absolument essentielle. Et donc on parle beaucoup de l'OMS aujourd'hui, on regarde beaucoup ce qui s'y passe, il y a des réunions qui s'y tiennent. C'est redevenu un lieu de coordination tout à fait essentiel. Mais c'est un lieu de coordination sans pouvoir d'organisation, sans pouvoir politique, sans prise avec les pouvoirs politiques. Et donc là, clairement, on a un problème. On l'a à l'échelon mondial, on l'a aussi à l'échelon européen, où il n'y a pas de coordination médicale forte. On a de la coordination monétaire forte, on a de la coordination budgétaire, on n'a pas de coordination sanitaire forte. Et on voit bien que dans une crise comme celle-ci, il faut prendre des décisions ensemble, il faut partager des moyens, il faut voir comment est-ce qu'on approvisionne les uns et les autres, où est-ce que c'est prioritaire d'essayer de contenir l'épidémie. C'est pas forcément, on n'a pas forcément intérêt à la contenir partout pareil au même moment. Il y a des pays où elle se développe, il faut sans doute contenir là, quitte à agir ensuite dans un autre pays. Tout ça, ça doit être coordonné entre différents pays. Et la seule réponse qu'on a eue mondiale coordonnée, c'était cette conférence de mardi dernier, pour le coup, conférence conf-call entre les ministres des Finances et le G7 qui a accouché d'une souris, parce que finalement, aucune mesure concrète en est ressortie. C'est ce qui fait que notamment les marchés ont été déçus. Oui, bien sûr. Entre-temps, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses, on a vu des choses qui sont passées, y compris sur les marchés financiers. Quand vous regardez ce qui s'est passé lors de la dernière crise à caractère mondial, qui était la crise financière de 2008. G20, là c'était le G20 qui était mobilisé. Et comment ça s'est passé? C'est Nicolas Sarkozy, qui a dit il faut absolument une coordination mondiale forte. Il existait une coordination depuis déjà une dizaine d'années au niveau des ministres des Finances. Et donc Nicolas Sarkozy a dit il faut porter ça à l'échelon des chefs d'État et de gouvernement. Et c'est ce qui a été fait. Ça a joué un rôle tout à fait important. Mais la crise était née dans la finance. Et donc, dans la finance, on avait déjà des habitudes de coordination mondiale par des formes diverses, dont ce qui se passe entre les banques centrales, dont ce qui se passe au sein du FMI. Sur les questions de santé, on n'a pas cette habitude-là, on n'a pas cette tradition-là. Ouais. Et donc pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est des pays qui réagissent en ordre dispersé. On a eu les 8 milliards de dollars de soutien aux États-Unis, à la fois aux services de santé pour accélérer la recherche d'un vaccin. Donald Trump nous promet, a priori pour aujourd'hui, des nouvelles mesures peut-être d'allègement fiscaux sur les salaires. On a en Italie un plan de 7,5 milliards d'euros. Pas idiot pour éviter les PME de faire des défauts en cascade. Mais tout ça, voilà.
Même la Fed, au final, on se dit, mais pourquoi est-ce que la Fed a fait caver les sols? C'est parce qu'il n'y a pas eu de coordination au niveau des banques centrales, qu'elle a tapé. Non plus. Pour le coup, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné. Et on voit bien au niveau des PME. Hein. Alors, on a appris un certain nombre de choses de la crise de 2008, notamment que quand il y a une crise qui se propage, il y a un problème, il y a un vrai problème de liquidité qui se pose pour les entreprises, en particulier pour les PME. Et donc, il faut... Liquidité, ça veut dire qu'elles ont des coûts, des charges à payer, et face à ça, il y a des chiffres d'affaires qui s'effondrent. Voilà, et donc il y a un problème de déséquilibre entre les recettes et les dépenses, qui n'est pas un problème qui traduit une faiblesse majeure de l'entreprise, c'est une faiblesse ponctuelle, temporaire. Et donc c'est évidemment stupide de laisser des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'entreprises mourir à cause de ça. Il vaut mieux les sauver pour tout, il vaut mieux pour l'ensemble de la communauté les sauver et donc les approvisionner. Et ça, on l'a très bien vu au moment de la crise de fin 2008, début 2009. Il y a eu des mesures qui ont été prises, on sait comment faire, mais on sait aussi qu'il y a un moment où ça doit dépasser l'échelon, le pur échelon local. Ça implique un certain nombre de décisions qui sont des décisions, alors pas forcément mondiales, mais en Europe, clairement des décisions. Mais Giuseppe Conte, qu'on vient il y a 2 secondes, chef encore une fois, du gouvernement italien, il a mis son pays en quarantaine. Enfin, je veux dire, c'est du jamais vu. Même si, bon, on peut discuter du mot mise en quarantaine. Mais voilà, et ça a été fait tout seul. Donc on est toujours dans cette logique, on parle du G20, mais non, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a La décision italienne est typiquement une décision qui a été prise dans un seul pays, sans concertation, sans réflexion. En même temps, c'est eux qui sont plus avancés en termes de nombre d'infections. Et c'est normal qu'un gouvernement démocratiquement élu, qui a des comptes à rendre bientôt devant son électorat, réagisse rapidement. Ce qu'il y a, c'est qu'il devrait y avoir en même temps un réflexe de coordination avec ce que font les voisins. On attend beaucoup, trop peut-être, de cette visioconférence, encore une fois aujourd'hui, au niveau des chefs d'État et de gouvernement de l'UE, parce que, et là on se dit, ok, il y a le G20, il y a l'Europe, mais quelles mesures peuvent fonctionner, encore une fois, à la fois budgétaire, monétaire, financière, sanitaire? La réponse, elle est protéiforme. Oui, il faut répondre sur tous les niveaux. On va évidemment pas répondre cet après-midi sur tous les niveaux. On va essayer de donner une image d'unité. Il n'y a pas de mesures fortes qui sont en préparation. Du moins, on a tendance à le croire, parce que sinon, on entendrait des bruits, on entend absolument... Donc rien n'a avancé depuis une semaine, alors sauf qu'on est passé au niveau des chefs d'État. Non, mais il y a des décisions qui doivent être prises à l'échelon européen, que peuvent prendre les États-Unis tout seuls, que peut prendre la Chine ou la Corée tout seuls, qu'on ne peut pas faire à l'échelon européen sans avoir une décision à l'échelon de l'ensemble des pays. Alors pour faire quoi? C'est quoi? On allège les impôts, on fait une aide financière directe pour les PME qui sont mal, et on se dit, mais baisser les impôts, faire des grands travaux, mais c'est pas ça qui fait qu'une usine qui est en quarantaine va rouvrir. C'est pas ça qui fait que si j'ai peur d'aller au restaurant, je vais y aller de nouveau. Non, mais il y a déjà 2 mesures qui sont tout à fait importantes que peut prendre l'Union européenne et qui seront sans doute dans les tuyaux peut-être dès cet après-midi. La première, c'est alléger le dispositif des aides d'État. Puisque pour des raisons de concurrence, les aides d'État données par un État à les entreprises de son pays sont surveillées de très près par Bruxelles. Bon. Et il y a un certain nombre de mesures de soutien qui pourraient relever de ces aides d'État. Et donc il faut clairement assouplir le dispositif. Et c'est la même chose pour tout ce qui relève des prêts exceptionnels aux PME. Et donc ça... Il faut qu'il y ait une décision européenne là-dessus, parce que c'est verrouillé, on n'a pas le droit de le faire normalement. Bon. Là, on est dans des circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles, c'est un moment où on peut agir différemment. C'est prévu dans les traités européens. C'est prévu notamment pour le niveau du déficit public. Le déficit public a été fixé par le traité de Maastricht avec un plafond à 3%, sauf circonstances exceptionnelles. Et alors, si une épidémie comme celle-ci ne qualifie pas de circonstances exceptionnelles, strictement rien ne qualifie de circonstances exceptionnelles. On dit juste, donc là, on a des circonstances exceptionnelles. On va laisser filer les déficits. Pour pouvoir laisser filer les déficits, il faut qu'il y ait un accord européen. Sinon, on n'aura pas plus que ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus que ça. Alors, on aura des belles paroles, ça certainement. On aura des paroles et on aura des assouplissements. Mais c'est tout à fait important. Alors, c'est pas ça qui fera revenir les gens dans les restaurants, mais c'est tout à fait important déjà de relâcher les contraintes qui sont inutiles dans des circonstances comme celle-ci. Avec l'objectif, encore une fois, d'aider les PME européennes, françaises, qui doivent passer ce mauvais cap, qui ne méritent pas de mourir parce qu'elles sont à court de liquidité. Oui, exactement. Et ça, c'est un point tout à fait c'est ça le point central. Quand on fait la liste des urgences, il y a la coordination sanitaire, et on voit bien que
On n'y est pas encore. Hein. Est-ce qu'il faut aujourd'hui des masques surtout en Italie ou est-ce qu'il en faut dans toute l'Europe? Vous avez la réponse à cette question? Vous avez l'impression que les politiques ont donné la réponse à cette question? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir d'un pays à l'autre des mesures de soutien, y compris en envoyant du personnel médical, des médecins, des infirmiers, infirmières, vers les pays qui en ont le plus besoin? Est-ce que vous avez entendu parler de ces choses-là? Pour l'instant, non. Donc, on a clairement de la coordination sanitaire à faire de manière beaucoup plus développée que ce n'est le cas jusqu'à présent, et effectivement des mesures de soutien des PME, en évitant, alors ça c'est un mot qu'on va beaucoup entendre dans les jours et les semaines à venir, l'aléa moral, c'est-à-dire que on va ouvrir un robinet, hein, pour les PME notamment. Et donc il y a des gens qui sont en train de préparer les seaux pour remplir les seaux, même s'ils ont pas vraiment besoin. Comme on dit, c'est ça. On va avoir des effets d'aubaine absolument redoutables. Des gens qui vont chercher à toucher ces aides et qui ne les méritent pas. Bien sûr. Ou qui pourraient s'organiser autrement. Un exemple, hein, les clubs de football. Les clubs de football, ils vont devoir jouer à huis clos. Oui. Voilà. Huis clos, ça veut dire beaucoup moins de recettes. Est-ce que l'État doit compenser ce manque à gagner pour payer des footballeurs qui sont extrêmement bien payés? Voici une question parmi d'autres auxquelles il va falloir répondre. La réponse n'est pas évidente. Ouais, réponse également finie là-dessus, Jean-Marc, de la BCE, parce qu'on a eu la riposte seule de la Fed. On attend encore une fois de ce qu'a dû dire Christine Lagarde. Il y a ce risque encore une fois que la BCE, ou même l'Europe, au-delà même des gouvernements, fasse preuve d'attentisme et soit toujours un peu ce qu'on l'a reproché à l'Europe, notamment dans la grande crise financière de 2008, d'être sorti du bois un petit peu trop tard. Ben on entend déjà ce reproche depuis maintenant 15 jours sur la BCE, depuis que la Fed a annoncé qu'elle bougeait vigoureusement. On a ce reproche déjà sur la Banque Centrale Européenne. On voit bien que c'est un peu lent à se mettre en route. Il y a moins de munitions dans le flingue en même temps. Oui, mais pour les PME, il y a toute une série de choses que peut faire aussi la BCE, donc on espère vraiment que ça viendra jeudi. Voilà. Riposte mondiale qui sera à la hauteur, on le saura dans les prochaines heures, mais... Pour l'instant, on n'a pas une riposte mondiale à la hauteur qui s'annonce parce que la dimension sanitaire est une dimension très très nationale, alors qu'il va clairement falloir des mesures qui dépassent largement les frontières. Merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc.